Alors, Nora, T, la montagne. T, pourquoi? Trembler, c'est long à écrire. Ouais, C'est oui. vraiment ça. C'est bon. Merci énormément de me recevoir chez toi aujourd'hui. Quand je suis rentrée, je me suis dit, mais mon Dieu, elle est si douce. Puis de t'imaginer en train d'enquêter sur des choses si terribles qui s'est passées avec Pornhub, Ouais. ça, on dirait que je me sens pas bien pour toi, tu sais. Fait que on va en parler tantôt. T'es journaliste, Oui. Journal de Montréal. Oui, au bureau d'enquête du Journal de Montréal. T'as écrit un livre, c'est pas seulement toi qui l'as écrit, il y a Jean-François Cloutier et Nicolas Brasseur. Oui. Donc, vous avez fait une enquête sur l'Empire du sexe, la grande enquête sur Pornhub. Assez disturbant, si je peux dire, comme livre. Je t'ai écrit, je t'ai dit que j'avais mal au cœur, qu'il fallait que j'arrête de lire puis que je prenne une pause. Moi, puis t'es pas la seule à m'avoir dit ça. Je pense que c'est lourd, évidemment, là, comme histoire, puis les gens sont troublés par toutes sortes d'aspects, que ce soit l'histoire des victimes ou l'opacité, ou il y a des détails comme ça dans le livre où même nous, en les écrivant, on s'arrête puis on dit, ben, en fait, il faut inclure ces détails-là parce que c'est l'histoire telle qu'elle s'est Mhm. passée, là, mais oui. Oui, c'est ça. C'est pour ça que je l'ai continué parce que je t'avais dit, je sais pas, je vais être capable tu sais, de continuer, mais finalement, c'était pas mal le bout. Tu sais, je veux dire, ça s'éternisait pas, là. Tu sais, qu'est-ce que j'avais eu de la misère, là. Mhm. C'était comme 2 pages. C'était, on va y revenir, mais c'était la victime V, Oui. qui a rapport à Girls Do Porn et le trafic sexuel. On va y revenir. Là, je voulais, pour que les gens comprennent l'ampleur, je voulais dire quelques faits qu'on retrouve dans le livre. Je pense qu'il y en a un que c'est Leila Michelwaite qui a dit puis qui se retrouve pas dans le livre, mais... OK, alors, il y a un avocat, Michael J. Bowie, qui a résumé ainsi, j'ouvre les guillemets, la plus grande compagnie de pornographie au monde a été construite et soutenue essentiellement grâce à la pornographie juvénile, au viol et au trafic humain. Fait que ça en dit beaucoup. À la fin de 2020, la quantité de vidéos téléversées, si on les mettait raboutées, ça équivaut à 169 ans de visionnement si on les écoutait toutes. Ça, c'est en 1 an de vidéos téléversées. C'est incroyable. Le site Pornhub a 62 billions de visionnements par année. Il y a des mots permis sur les vidéos comme preteen, childhood, minor, infant, underage, rape et incest qui sont tolérés. Et il y a des mots-clés conscients qu'ils font exprès de mettre sur les vidéos qui se trouvent à être 12 years et 13 years. Ça, c'est entre autres. On s'entend, il y en Ouais, a c'est des d'autres. choses qui ont été vues par le passé, ouais. Et ça, c'est qu'est-ce qui me décourage le plus. Il y a un document obtenu par le New York Times qui montre que les vidéos où on voit des enfants se faire agresser ont été vues 684 millions de fois. C'est des documents qu'on a obtenus aussi, l'information, on l'a publié avant même le New York Times. On a eu Moi, c'est le chiffre qui m'a le plus choqué aussi. C'est effarant comme quantité. Et ça, c'est un chiffre que la compagnie elle-même a calculé. Donc, c'est pas des allégations comme beaucoup de choses qu'on retrouve dans des poursuites en ce moment. C'est un fait avéré. Je vais juste le redire pour qu'on prenne vraiment conscience. Le document obtenu par le New York Times et toi avant montre que les vidéos où on voit des enfants se faire agresser ont été vues 684 millions de fois. C'est là que tu te demandes, oui, il y a Pornhub, mais la société, ça me dépasse. Pour vrai, je le dis, j'ai le shake, qu'en tant que société, il y ait des gens, autant de gens que ça attire des choses comme ça. Puis c'est pas pour rien qu'ils mettent
tu sais, j'ai dit les mots, là, tantôt, là, Ouais. les mots clics pour le référencement et tout ça, c'est parce que les gens veulent Ouais. ça. Puis c'est, à mon sens, pourquoi on a besoin de réglementation à l'échelle plus haut que seulement les compagnies, là. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui attire les internautes, donc ils cliquent là-dessus. Il y en a parmi les vidéos, je veux dire, il y en a où on pouvait ne pas savoir nécessairement que cette jeune fille était mineure, mais d'où l'importance de faire des vérifications au préalable avant qu'une vidéo comme celle-là se retrouve sur un site de partage de contenu puis diffusée à des millions de personnes. Mm-hmm. Mm. Comment tu t'es retrouvée à enquêter là-dessus? C'est vraiment au Journal de Montréal, au bureau d'enquête, on a l'habitude de faire des investigations comme à long terme comme ça. Et on avait Pornhub dans notre radar depuis un certain temps, en fait, depuis le scandale du New York Times. Puis on se disait, mais c'est une compagnie de chez nous, si on veut. C'est un genre de fleuron québécois de la technologie. C'est ici, à Montréal, à quelques kilomètres d'où est-ce qu'on est. Les dirigeants sont montréalais depuis le tout début. Il y a plus de 1000 employés qui sont ici. Est-ce qu'on n'a pas, nous, comme société, une responsabilité, justement, et nous, comme journal, à enquêter sur cette compagnie-là qui était, au final, extrêmement opaque, extrêmement mystérieuse? Donc, oui, Pornhub, tout le monde connaît Pornhub, mais est-ce qu'on sait vraiment ce qui se passe derrière la façade? Puis l'enquête n'a pas été facile comme on peut le lire dans notre livre. Ouais. Tantôt, tu disais que j'étais pas la première à avoir trouvé le livre difficile, puis tu disais qu'il y avait différents... tu sais, que c'était pas tout le monde à la même place que les gens accrochaient, tu sais, qui trouvaient ça difficile. C'était quoi que tu t'es fait dire? Bien, il y en a où c'est vraiment une réaction, je pense, viscérale à des descriptions physiques. OK. De vidéos. Nous, on n'a pas été graphique. C'est pas un livre qui est rempli de détails scabreux, mais des fois, on s'est dit, ben, on se doit quand même de décrire les choses comme elles le sont, dans les limites du correct, tu sais. Mais il y en a d'autres pour qui ce qui les a choqués, c'est l'opacité, c'est le fait que ces dirigeants-là aient pu se cacher, qu'il n'y ait pas eu de compte à rendre. Il y en a d'autres pour qui c'est... Mais comment ça se fait? C'est l'inaction qui les dérange. Oui. Puis ça, je partage cette... Je me demande, mais comment ça se fait que on ne sait pas à ce jour vraiment si la GRC a enquêté? Comment ça se fait qu'il n'y a pas eu d'accusation criminelle envers certains des dirigeants canadiens? On parlait de partage de pornographie juvénile. C'est un crime dans le code criminel. Et pourtant, quand on admet qu'on a partagé à 684 millions de reprises ce type de matériel-là, on est capable de s'en sortir sans aucune conséquence. Ça n'a aucun sens. Puis, je le nommerai pas parce que je sais qu'il est hyper tanné que son nom soit associé à ça, mais il y a quelqu'un qui a seulement écrit un texte, je veux dire, c'est un écrivain, là. C'est une fiction, là, c'est pas vrai, là. Puis dans son livre, il a seulement écrit un paragraphe, une page d'une agression sexuelle sur un enfant. Puis la police est débarquée chez elle, il s'est fait menotter, puis il s'est fait amener. C'est un écrivain, là. Puis là... C'est pas de la fiction, là. Je suis en train de lire ça, puis j'ai ça dans le derrière de ma tête, puis je me dis, mais c'est aberrant. Ouais. C'est si aberrant que la police fait quelque chose pour un cas comme ça, puis elle fait rien pour tout ça, que c'est du réel, comme tu dis, puis que c'est extrêmement dégueulasse. Fait que ça aussi, il doit y avoir une partie de toi que ça choque à l'extrême, parce que toi, tu as rencontré tellement plein de monde parce que tu as fait cette enquête-là. Fait que j'imagine que tu as essayé de parler aux policiers, oui, on a essayé, c'est le bon mot, c'est-à-dire qu'on a demandé des entrevues à tous les grands corps policiers, la GRC, la Sûreté du Québec, le SPVM, donc le service de police de la Ville de Montréal, puis on s'est fait refuser nos demandes d'entrevue. Ce que je ne m'explique pas à ce jour, parce que les corps policiers sont quand même redevables aux citoyens, ils doivent les protéger. Et là, ici, on a une compagnie voyou qui diffuse des vidéos, oui, de la pornographie juvénile, mais
des viols, du contenu non consensuel, des caméras cachées. Donc, les pires horreurs qu'on peut imaginer se sont déjà retrouvées sur Pornhub. Et je dis pas que c'est la majorité, mais ça reste que dans cette mer de contenu, c'était extrêmement facile, un, d'en retrouver, deux, d'en téléverser. Ouais. En fait, il y a certains intervenants qui nous disaient « Mais c'est plus facile de téléverser un contenu criminel au sens de la loi que de le faire retirer. Pour le faire retirer, il faut prouver son identité, il faut prouver son âge, ça prend parfois, ça s'étire sur des semaines comme démarche, alors qu'au contraire, pour mettre en ligne une vidéo dont on ne connaît pas la provenance, on ne sait pas qui y apparaît, on ne sait pas si ces gens ont 18 ans et plus, on ne sait pas s'ils sont consentants, en quelques clics, on y arrive. Ça prenait juste une adresse courriel, puis, tu sais, Léla, c'est ça qu'elle disait, qu'elle avait fait le test. Elle a juste entré une adresse courriel, puis elle a uploadé. Tu coches, oui, j'ai l'accord de tout le monde pour partager cette vidéo. Ouais, sans... Ah non, c'est incroyable. Je sais que elle a comme plongé vraiment dans le site Pornhub. Est-ce que toi, tu as eu à faire ça, ou c'était plus en surface? Bien, on a deux approches assez différentes. Leila Micklewade, pour les gens qui la connaissent pas, c'est une militante américaine qui est associée avec la droite évangélique et qui est comme... Pornhub, c'est devenu une croisade personnelle contre l'entreprise, contre les abus. Et donc, c'est devenu... elle aussi, d'ailleurs, a écrit un livre il y a quelques mois et elle décrit cette démarche-là où elle fait des tests par elle-même, elle tente de mettre des vidéos. Nous, on avait une approche journalistique. Il y a aussi certaines certaines lois qui nous empêchent de faire certains tests, là, je veux dire, ou de chercher même. On peut pas dire... on peut pas aller sur Pornhub et se mettre, nous, à chercher de la pornographie juvénile parce que ça aussi, c'est illégal au sens de la loi. Ouais. Mais oui, évidemment que j'ai dû aller voir la page d'accueil de Pornhub, naviguer dans le site, regarder quel genre de contenu, quel titre aussi, comment c'est quoi, justement, on parlait les étiquettes tantôt, les catégories qui sont utilisées pour faire de la vérification de faits aussi. Là, il y a une des victimes à qui je parle, Isabelle, sa vidéo s'est retrouvée sur Pornhub, a été partagée à 6,5 millions de personnes. Puis ça, c'est pas un chiffre sorti de nulle part, là. C'est vraiment, on a fait des vérifications et oui, c'est elle, et oui, ça a été partagé 6,5 millions de fois. Puis c'est pas toutes, de ce que j'ai compris, des vidéos sexuelles. Tu sais, il y a aussi, à un moment donné, tu parles dans le livre d'une fille qui se fait... C'est comme une ado, c'est même pas une adulte. Elle se fait comme plonger dans un bain froid, je pense. Oui, ça, c'est les plus extrêmes. C'est horrible. Ben, c'est de la torture sexuelle, là. Je pense que il n'y a pas d'autre mot pour le décrire. Mais la majorité du contenu sur Pornhub, c'est véritablement le pornographique au sens premier où on l'entend, mais il y avait des partenaires de contenu, donc pas nécessairement des individus, mais comme des compagnies de production ou en tout cas des gens qui se spécialisaient dans certaines choses, qui avaient des canaux de diffusion, comme un peu sur YouTube, par exemple. Et comme il y avait tellement peu de modération, tellement peu de vérification, et que les gens ont tendance aussi à chercher des contenus de plus en plus extrêmes, il y avait ce genre de matériel, oui. Il y a une affaire qui m'a extrêmement choquée aussi, c'est un vidéo d'un garçon de 12 ans qui a été commercialisé sur la plateforme. Est-ce que tu peux me parler de ça? Parce que c'est écrit, c'est vague, tu sais, comme tu t'attardes pas là-dessus, mais de ce que je comprends, c'est comme, il y a mettons, le site Internet, puis c'est comme une petite vidéo, mettons, de pub qui est sur le côté, puis que ça serait un gars de 12 ans, c'est ça? Si c'est bien le cas auquel je crois que tu réfères, c'est qu'à une certaine époque, Pornhub avait une section qui était réservée à des partenaires comme... et ils pouvaient monétiser des vidéos, donc ils pouvaient vendre des vidéos à la pièce, un peu comme le fait OnlyFans aujourd'hui. Et donc, les gens pouvaient acheter certaines séquences, certaines vidéos qui étaient mises en vente par l'utilisateur ou la compagnie de production. Et on s'attendrait peut-être à ce qu'il y ait un niveau de vérification un peu plus élevé parce que, justement, il y a un achat. Payant, c'est ça. Il y a une carte de crédit qui est impliquée dans la transaction. Et pourtant, selon les allégations de la poursuite, c'est ça, c'est un garçon de 12 ans qui a été
abusé à répétition. Et cette vidéo-là a été achetée par des gens via la plateforme de Pornhub. Est-ce que tu veux me parler de Girls Do Porn? Oui, oui, je pense que c'est important qu'on en parle. On se rappelle que Pornhub, c'est une plateforme d'abord et avant tout, et que toutes sortes de gens peuvent mettre toutes sortes de choses sur cette plateforme. Et le site web en tant que tel sert à diffuser à grande échelle. Et comment ils se financent, eux autres, c'est soit par la publicité ou soit par la vente d'abonnements. Mm-hmm. Et donc, parmi leurs partenaires de contenu, parce que c'est pas Pornhub qui produit les vidéos, mais c'est eux qui les commercialisent, si on veut, il y avait un partenaire qui s'appelait Girls Do Porn, qui était parmi les plus payants. De toute l'histoire de Pornhub, là, c'était vraiment parmi les tops. Leurs vidéos ont été vues presque 1 milliard de fois sur la plateforme. Sauf que, en fait, Girls Do Porn ont été reconnus coupables de trafic sexuel. Donc, ils ont forcé plus de 400 jeunes femmes à filmer des scènes pornographiques sous de faux prétextes. Donc, on les attirait, on leur proposait un contrat un shooting photo, des maillots de bain, ou encore on leur disait « Écoute, ce serait, oui, pornographique, mais ce serait seulement pour des collectionneurs en Australie ou pour des gars qui sont sur un bateau. Ça ne sera jamais diffusé aux États-Unis. Tu n'as pas d'inquiétude à avoir. » Puis même quand les filles hésitaient un peu, ils faisaient appel, c'était vraiment tordu, là, ils faisaient appel à une de leurs employées qui appelait la future victime pour la rassurer, puis lui dire « Écoute, je l'ai faite, tout va bien, inquiète-toi pas. » Ça paye bien, personne ne s'en est jamais rendu compte, hésite pas. Donc là, le piège se refermait à partir du moment où il se rendait, ça se passait souvent à San Diego, il était amené dans une chambre d'hôtel et là, on fermait la porte à clé, où on mettait des meubles devant la porte, puis on me disait « Tu sors pas d'ici tant qu'on n'a pas les scènes pornographiques qu'on veut. » Et il leur faisait signer des documents, sauf que le nom de Girls Do Porn n'apparaissait jamais nulle part. Mm-hmm. Donc, en fait, c'était un faux consentement, si on veut. Et il y a eu un énorme procès aux États-Unis, au civil, au criminel. Et donc, le propriétaire et l'idéateur derrière Girls Do Porn a été condamné. Lui n'a pas encore été condamné, mais en tout cas, il y a des proches collaborateurs qui ont déjà été condamnés à 20 ans de prison. Et ça... Je veux dire, en soi, c'est une histoire d'horreur. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'ils avaient un partenariat avec Pornhub. Donc, à chaque fois qu'ils vendaient une vidéo ou qu'il y avait un visionnement, Pornhub se prenait une cote. Donc, eux aussi, ils ont fait des millions de dollars grâce à ce partenariat et ils l'ont reconnu devant le FBI. Ils ont été condamnés à payer une amende de... c'est autour de 2 millions de dollars. C'est vraiment... C'est une tape sur les doigts, je m'explique mal le montant de cette amende-là quand on sait les torts que Girls Do Porn a causé à long terme. Tu parlais du témoignage d'une victime qu'on a dans le livre. Moi, c'est peut-être ce que j'ai trouvé le plus dur personnellement dans toute la démarche, c'est de lire les documents de cours reliés à Girls Do Porn. Il y a peut-être 200 ou 300 pages de témoignages où des victimes viennent témoigner, c'est pendant la sentence de l'un des employés de Girls Do Porn, et elles expliquent toutes les conséquences que ça a pu avoir sur leur vie. Puis j'ai pleuré en lisant leur témoignage. C'est tellement horrible. Puis la victime V, j'ai reproduit son témoignage, on l'a traduit, là, mais presque mot pour mot, parce que je me suis dit, mais je pourrais jamais décrire son calvaire mieux qu'elle. Puis elle est tellement éloquente, puis c'est tellement crève-cœur que... Ouais, puis elle s'adresse, c'est André Garcia qui est là, puis de ce que je comprends, elle s'adresse littéralement à lui directement, puis elle demande « Tu veux que je dise quoi? Est-ce que tu veux que je te parle de la fois qu'il a fait ça, ça ou ça? Est-ce que tu veux que je te parle quand il m'a enfermé? Est-ce que tu veux que je te parle quand il... » Tu sais, puis ça défile, là. C'est incroyable. Ça m'a tellement marqué, puis
C'est ça. C'est vraiment cette shot-là que j'étais plus capable. J'en avais, là, j'avais mal au cœur. J'étais, OK, j'ai fermé le livre, j'ai arrêté ça là. Puis, mais c'est important. C'est important qu'on voit que à quel point que ces gens-là sont tordus, à quel point qu'ils se font de l'argent sur le dos d'une victime que... Ah, ça me... Puis c'est aussi que l'Empire du sexe, c'est l'histoire d'une compagnie. C'est l'histoire de... Bon, aujourd'hui, ça s'appelle Hello. Pendant longtemps, ça s'est appelé MindGeek. Puis on aurait pu se limiter à raconter l'histoire corporative, entre guillemets. Mais moi, dès le départ, je me suis dit, mais il faut absolument qu'on entende la voix des victimes parce que l'histoire de Pornhub, c'est la leur aussi. Ouais. Et donc, c'est pour ça qu'il y a plusieurs chapitres. Puis c'est des histoires qui sont très différentes les unes des autres puis qui sont tout aussi tristes, horribles, désolantes. Mais je me disais, si on veut raconter véritablement l'histoire de Pornhub, il faut absolument qu'on les entende elles aussi. Mm-hmm. J'ai trouvé ça important, cette scène-là, entre guillemets, qui mentionne que c'est pas toujours qu'est-ce que le client voit, mettons, sur la vidéo, qui est réellement ça qui se passe dans la vraie vie, dans le sens que là, c'est clairement mentionné qu'il y a quelqu'un qui efface les traces de poudre qu'on a données à la fille, les traces de drogue. Il nettoie, c'est dégueu, mais il nettoie le sang sur les draps pour pas qu'il y ait aucune trace qu'elle a eu mal ou que... Fait que ça aussi, je trouve ça important de dire aux gens qui écoutent que c'est pas toujours la réalité qui se passe dans la vidéo. Des fois, c'est encore plus tragique que ça. Évidemment que Girls Do Porn, c'est un exemple peut-être le plus extrême qui peut exister, mais moi, ça m'a beaucoup fait réfléchir au niveau de consentement. On peut consentir à une relation sexuelle, mais ne pas consentir à ce que ce soit enregistré, par exemple. On peut consentir à une relation sexuelle et à ce que ce soit filmé, mais pas à ce que ce soit partagé. Et on peut consentir à ces trois choses et à ce moment-là se retrouver sur Pornhub et là, c'est correct. Je veux dire, le consentement est valide aux trois niveaux, mais je pense à il y a beaucoup de revenge porn, comme on appelle la pornographie vengeresse, qui s'est retrouvée sur Pornhub. Donc, souvent, c'est un homme qui filme sa blonde au lit. Peut-être que à ce moment-là, ils sont en amour. Peut-être que ça fait partie de leur vie sexuelle. Peut-être qu'ils sont d'accord elle est d'accord pour le filmer. Mais après, c'est que c'est partagé. Et ça, ces filles-là ont jamais accepté que ce soit partagé. Et quand tu regardes la vidéo, ben peut-être qu'il y a une chimie, la fille est consentante, puis elle l'était à l'acte sexuel, tu sais, puis à ce que ce soit filmé. Mais il n'y a aucune façon quand tu regardes la vidéo, de savoir si oui, elle était d'accord parce que ce soit partagé. Ouais. Et c'est un peu le défaut ou la faille de la modération, c'est que c'est impossible de modérer une vidéo pornographique en se fiant juste à ce qu'on voit à l'écran. Parce que ce qu'on voit à l'écran, on n'a pas l'histoire derrière. Exact. Puis je le répète, on ne sait pas qui est cette personne. Est-ce qu'elle a 18 ans et plus? Est-ce qu'elle a consenti à tous les niveaux de consentement nécessaires? Puis, tu en parles un petit peu, justement, des modérateurs dans le livre. On dirait qu'il y a deux côtés. Il y en a qui sont littéralement traumatisés de toutes les vidéos qu'ils ont eu à écouter pour faire de la modération dessus. Puis, on dirait qu'il y a un autre parti qui s'en fout complètement, puis qui en laisse passer. Je pense que tu as retrouvé ça avait l'air d'être des messages textes ou des courriels c'est qui comme des messages s'envoyaient, sur Teams. Oui. OK. Oui, ça a été déposé en preuve dans une poursuite. Là. C'est des échanges entre employés. Pour la modération, la plupart des employés étaient à Chypre, mais il y en avait un petit peu qui se faisait à Montréal. Puis ça, c'est des messages qui proviennent de Montréal. Et c'est quand ils commencent à faire le ménage, puis là, ils réalisent en fait que dans leur catalogue, il y a énormément de vidéos de pornographie juvénile
qui a été vu des chiffres astronomiques. Mm-hmm. Et là, entre autres, il y a une fois où il y a une employée ou un employé qui écrit à son collègue, qui lui dit « Hey, tu devineras pas quoi? J'ai retrouvé une vidéo de porno juvénile qui date de 2009. Ha ha ha. » Puis là, on est en 2020. Fait que pendant 11 ans, cette vidéo-là est restée sur la plateforme et elle a été vue. Il y a des employés à Chypre, je pense qu'à Montréal aussi, mais on leur demandait de visionner entre 600 et 900 vidéos par jour. Ça, si on fait le calcul, là, ça fait pas mal à l'heure. Donc, nécessairement, on peut pas... c'est humainement impossible de faire la vérification correcte de ces vidéos-là, mais après ça, on revient à la base, c'est-à-dire que la modération n'est pas suffisante pour s'assurer que la vidéo peut être partagée de façon légale et avec le consentement de tout le monde qui est impliqué. Ouais. Donc ça, c'est une chose. Puis après, il y a les gens qui, oui, sont traumatisés. Puis après, il y a ceux qui sont complètement désensibilisés. C'est qui vrai se disent... aussi. Parce que dans la pornographie professionnelle, si on veut, il y a quand même cette obsession-là de la jeunesse et cette pseudo-pornographie qui existe. Donc, à partir d'un certain moment, est-ce que ça te joue pas dans la tête puis tu commences à te dire « Ouais, mais la fille... » Même si elle a des lulus puis des broches, elle doit avoir 18 ans parce que j'en ai vu une autre qui ressemblait à ça, puis je sais que c'est une actrice professionnelle, puis elle a 19, par exemple. Donc, tu deviens à brouiller les cartes. Donc, c'est pour ça, à mon sens, que la modération ne peut pas être la seule solution. Il y avait aussi, on en a parlé un petit peu, mais il y avait la pornographie juvénile. Oui. Tu t'en énumères quelques-unes. Tu les appelles Jane Doe. Oui. Il y en a une de 10 ans. Ça me tente même pas d'aller là. Elle avait 10 ans. Il y en a une autre elle avait 15 ans, puis qu'elle a été sous l'emprise d'un des pires prédateurs que lui a fait 2000 victimes. En Grande-Bretagne, oui. Ça aucun sens. Je vais dire son nom, là. C'est Abdul Aziz Eladi. C'est qui, lui? Il est en prison? J'espère que oui. Oui, il est en prison. Okay. Il a été condamné. Mais c'est un prédateur sexuel qui... souvent, c'est du chantage sur les réseaux sociaux. Je me rappelle pas des détails dans son cas, mais c'est toujours quelque chose qui revient où il y a une relation... c'est une emprise totale sur la personne, puis c'est aussi un engrenage. Donc, on envoie une première vidéo, une première photo, puis après, on se fait menacer. On dit « Mais si tu m'en envoies pas d'autres, je vais partager ce que j'ai déjà à toute ta famille. » Des fois, lui, c'est un prédateur sexuel, mais même à l'école secondaire, au Québec, ça arrive aussi, ce genre de choses-là, puis il suffit d'une personne, puis d'une photo, puis ça peut vraiment ruiner la vie d'une personne. On dirait qu'il y a toute une éducation sexuelle aussi à faire de qu'est-ce que ça implique de partager des images de soi nues sur les réseaux sociaux. Je dis pas sur les réseaux sociaux, mais plutôt à un amoureux ou à une amoureuse, par exemple. Ouais. Puis, dans ta recherche, est-ce que tu sais qu'est-ce qui est encore aujourd'hui le plus difficile à condamner? Tu sais, dans ce genre d'acte-là? Oui. En fait, nous, on ne s'est pas concentré sur les cas individuels parce que les condamnations existent. Il n'y en a pas des tonnes, mais c'est quand même possible. Puis nous, on se disait, OK, mais comment ça se fait qu'il y a quelqu'un qui a été condamné pour avoir filmé et ou partagé cette vidéo-là? Comment ça se fait que la plateforme, elle, peut s'en laver les mains et n'avoir aucune responsabilité là-dedans? Donc, ce gars-là est en prison, il purge une peine sûrement sans possibilité de libération conditionnelle avant extrêmement longtemps. Et la plateforme, pourtant, Pornhub, qui a permis de diffuser ces vidéos à un nombre incroyable de gens, elle s'en tire sans aucune conséquence. Ça a pas de Donc, sens. on revient à cette idée-là. Puis moi, au début, je cherchais dans les registres de la justice, puis je me disais, OK, mais oui, des cas individuels, mais il y a quoi d'autre là, à un niveau plus élevé? Parce que c'est pas vrai que c'est juste la responsabilité d'un individu. Cette personne-là n'aurait jamais été capable de diffuser la vidéo à un réseau de personnes aussi grand. Je reviens à Isabelle, mais 6,5 millions de personnes.
c'est pas comme il y a personne qui connaît 6,5 millions de personnes à qui ils pourraient partager cette vidéo-là. Là. Ça prend un intermédiaire, ça prend une plateforme qui est une machine de référencement, qui est une machine de marketing et qui monétise et qui met en valeur cette vidéo-là illégale. Là, on est dans le sujet là, de pornographie juvénile. Il y avait Serena. Oui, Serena qui était Fleites, oui. très, je veux dire, elle est super importante dans ce processus-là parce qu'elle a porté plainte, mais je pense est allée big. Oui. Serena Fleites, c'était une jeune fille qui se serait retrouvée sur Pornhub à l'âge de 13 ans, justement dans une histoire où elle a envoyé des images, une vidéo d'elle à son copain à l'époque qui, d'une façon ou d'une autre, cette vidéo-là se serait retrouvée sur Pornhub. Et elle a accordé une longue entrevue au New York Times sous son vrai nom, avec des photos d'elle où est-ce qu'elle est très vulnérable. Et c'est ce qui a un peu été l'étincelle qui a déclenché le scandale, cet article-là, l'histoire de Serena Fleites, puis de tout ce qu'elle a fait pour tenter d'ôter la vidéo de Pornhub, où elle s'est fait passer pour une avocate, où est-ce que elle s'est fait passer pour sa mère. Elle disait, mais ôtez la vidéo, ma fille a 13 ans là-dessus, c'est de la pornographie juvénile. Et ça a été extrêmement laborieux de la faire retirer. Et la vidéo, encore une fois, le mal était fait, c'est-à-dire que ça s'est propagé comme une traînée de poudre. Il y a des millions de personnes qui l'ont vu. Et aujourd'hui, donc, elle était à la tête d'un recours collectif en Californie, qui est comme devenu une poursuite à titre individuel contre MindGeek. Et ça suit son cours en ce moment, mais c'est l'une des plus importantes et certainement l'une de celles qui ont fait le plus de bruit. Elle avait d'ailleurs été invitée, Serena Fleites, à témoigner devant la Chambre des communes, parce qu'au Canada, il y a eu une étude d'un comité sur justement Pornhub et le partage de contenu non consensuel en ligne. Puis elle a parlé de son expérience devant les parlementaires canadiens pour les sensibiliser et ça a fait un grand effet à ce moment-là, oui. Puis la première chose que j'ai dit au début du podcast, en fait, c'était de son avocat, Michael J. Bowie. Oui. C'est ça qui mentionnait que le fondement de Pornhub s'était fait sur du trafic sexuel, pornographie juvénile et viol, en fait. Oui. Je voulais revenir sur Michael Pratt, que lui c'est comme le head chef. En tout cas, c'était des hauts placés de Girls Do Porn. Oui. Puis tantôt, tu avais dit qu'il y en avait... il y a 4 hauts placés qui se sont fait accuser au criminel. Oui. Il y en a 3 qui se sont fait arrêter. Puis lui, il était comme... il a pris le bord, là. Oui, il était en fuite, oui. C'est ça. De 2019, je pense, à 2024. Il s'est fait arrêter récemment. Son procès est prévu fin 2025. Oui. Ce qui m'a choquée dans ce que j'ai lu dans le livre à propos de lui, c'est qu'il a payé une compagnie pour aller nourrir son chat pendant qu'il était en cavale, qui a fait les pires atrocités à des filles, qui a détruit des vies, puis qui pense à engager une compagnie pour aller nourrir son chat. Et mais quel individu pense comme ça? C'est tordu, là. Ouais. C'est vraiment, là, la fille, c'est un déchet dans sa tête, mais son chat, écoute, faut pas qu'il, tu sais. Non, faudrait pas. Ça m'a dépassé. Quand je parle de petits détails comme ça qui font réagir, là, c'est pour ça qu'on l'a inclus. Tu dis, ce gars-là, il doit être vraiment foncièrement méchant, puis détester tout le monde, puis Ben non, il aimait son chat, puis il y avait quelqu'un pour s'en occuper parce que lui, il s'était sauvé, tu sais. Exact. En parlant de chat, je pense que j'ai ouvert la porte juste parce que... Pauvre petite. Sûrement qu'on l'entend. Ouais, c'est ça. Ben là, écoute, on n'est peut-être pas placé comme tantôt. On a pris une pause parce que ton chat... Ben non, c'est correct. Mais je fais juste aviser parce que, ben c'est ça, ton chat est miaulé, puis on l'a sorti. Bon, on recommence le podcast. Oui, fait qu'il y avait la GRC aussi que j'ai trouvé que c'était quand même un fait assez... Tu sais, dans le sens que ils n'ont pas fait rien de concret encore.
Puis là, je m'étais noté que, ben, je pense que c'est toi que je cite, le 15 mars 2021, il y a 70 parlementaires canadiens qui réclament formellement dans une lettre à la GRC la tenue d'une enquête criminelle sur MindGeek. Puis ça n'a jamais abouti à rien à ce jour. Vas-y. Ça me dépasse, mais oui. On ne se l'explique pas, en fait. On n'est même pas certain que l'enquête a été ouverte. La GRC est très avare de commentaires, donc eux, ils veulent même pas confirmer s'il y a une enquête ou il n'y a pas d'enquête. Ça reste que 4 ans plus tard, on n'en a jamais entendu parler. Nous, on a parlé à une tonne d'intervenants qui connaissent la compagnie et il n'y a jamais personne qui a été interviewé par la GRC, questionné. Donc, peut-être un jour, on va découvrir que l'enquête existait, mais jusqu'à présent, nous, on n'a aucun signe que c'est le cas. C'est sûr que MindGeek, ou aujourd'hui Hello, est une compagnie sur laquelle il est super difficile d'enquêter, puis on s'en est rendu compte nous-mêmes, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment éparpillés dans le monde entier. Eux, ils disent que leur siège social se situe au Luxembourg, mais ils ont aussi des filiales à Chypre. Il y a des transactions, quand ça a été racheté, c'est passé par les îles Vierges britanniques. Ils ont déjà été en Irlande, ils ont des studios aux États-Unis, mais tous leurs employés ou presque sont ici au Canada. Donc, il y a des histoires de juridiction. Et d'ailleurs, c'est une chose qui ressort quand MindGeek est poursuivi. Ils allèguent souvent que la juridiction du pays en question ne s'applique pas à leur cas parce que dans les faits, ils sont basés au Luxembourg ou leur filiale se trouve ailleurs. Donc, les législateurs n'ont comme aucun pouvoir contre eux. Et c'est ce qui peut expliquer en partie, mais en fait, on voit qu'aux États-Unis, il y a eu des enquêtes criminelles beaucoup plus poussées que chez nous au Canada. Donc, on peut quand même se poser la question de comment ça se fait qu'on n'en a pas fait plus pour ces victimes-là. C'est aussi intangible, c'est Internet, c'est du contenu qui est sur un serveur. Où est situé le serveur? À qui ça appartient? Par où ça transite? C'est toutes des questions comme ça qui sont comme arrivées avec le web et auxquelles on n'a pas encore trouvé de bonnes réponses, manifestement. Puis là, aujourd'hui, on se bat encore, en fait, pour faire changer les lois parce que je pense pas que c'est... Je pense qu'il y a eu une amélioration, mais je pense que ça reste encore un gros problème, ce site-là, là, parce que c'est pas réglé, là. C'est-à-dire que Pornhub s'est amélioré, si on peut pas le nier, mais il y a quand même un aspect, donc la vérification de l'âge sur toutes les plateformes en ligne de pornographie est virtuellement inexistante. C'est-à-dire que tu dis « oui, clique, j'ai 18 ans et plus », tu rentres sur le site web. Et il y a de plus en plus, il y a comme un mouvement à l'international pour obliger les sites pornographiques à vérifier l'âge de leurs utilisateurs. Il y en a aux États-Unis, il y en a beaucoup en France. Nous, au Canada, on avait une version de cette loi-là au fédéral. En fait, c'était un projet de loi qui était mis de l'avant par la sénatrice Julie Méville-Deschênes, qui se bat depuis des années pour obliger les sites comme Pornhub à s'assurer que tout le monde qui regarde leur contenu ont 18 ans et plus. Et il y a une résistance vraiment énorme de la part de Pornhub qui refuse, en fait, de, par lui-même, vérifier l'âge de ses utilisateurs. Donc, on l'a vu dans une vingtaine d'États aux États-Unis, plutôt que les États donc demandent au site web de faire la vérification, et Pornhub, plutôt que de se plier à cette nouvelle exigence-là, se retire de l'État. Donc, si on va au Texas, en Floride, impossible d'aller sur Pornhub aujourd'hui. Ils se sont coupés de ces marchés-là plutôt que d'implanter ce système-là. Et c'est ce qu'on voit, là, on est en début juin, à l'heure où on se parle, c'est ce qui arrive en France aussi. Donc, Pornhub a annoncé qu'elle allait quitter la France, qui est son deuxième plus gros marché à l'international, plutôt que de vérifier l'âge de ses utilisateurs. Mais le fait est que le projet de loi qui était mis de l'avant au Canada est mort au feuilleton en janvier dernier, quand le Parlement a été prorogé. Et là, il y a un nouveau projet de loi. On est comme de retour à la case zéro, avec la sénatrice qui, encore une fois, a soumis son projet de loi. OK.
Puis, chapeau à elle, là. Elle se bat tellement pour que ça soit en vigueur. Ça fait longtemps que je la suis. Puis, elle déroge pas Non, de non. cette fonction-là. C'est Non, important mais pour elle. oui, elle dit, dans la vraie vie, on demande une carte d'identité. Pourquoi ce serait Oui. différent sur le web? Ben oui, exactement. Tu sais, je travaillais dans un club vidéo, là, dans le temps, puis il y a personne de 16 ans qui pouvait rentrer puis louer un film porno. Tu sais, c'était impossible, là. Justement, comme tu dis, il fallait demander une carte, il fallait s'assurer que cette personne-là avait 18 ans. Fait que ça serait censé être la même chose, c'est ça, sur le web. J'aimerais ça, avant de terminer, qu'on n'oublie pas Charles the Barber. Ton préféré? Mais c'est parce que tu l'as tellement amené en tant qu'héros, puis selon moi, pour vrai, là, je me suis tellement sentie soulagée. Si je me mettais à la place d'une victime, que quelqu'un comme lui m'aide, Oui. puis souvent, il le fait pro bono en plus, parce que, ben j'imagine que Crime, il a pitié de ces victimes-là, parce qu'on en parlait tantôt, c'est tellement difficile. C'est facile mettre une vidéo, mais c'est difficile l'enlever. Oui, c'est quasiment impossible, en fait, d'empêcher qu'elle prolifère sur Internet. Et ce que Charles the Barber fait, c'est un cyberanalyste américain qui travaille à son compte maintenant, lui, dans le fond, il a commencé à aider les victimes de partage de contenu non consensuel dans la foulée de l'affaire Girls Do Porn. Sa première cliente, entre guillemets, c'est l'une des victimes de Girls Do Porn. En fait, elle était tellement populaire que cette année-là, c'était la deuxième vidéo la plus regardée sur la plateforme. Et donc, même si elle n'existait plus sur Pornhub, faut comprendre que le web, c'est vraiment comme un réseau, puis il y a une tonne de petits sites web autour qui gravitent et qui font que recopier le contenu qui est sur Pornhub. Sauf qu'ils sont complètement indépendants, donc même si la vidéo n'existe plus sur Pornhub, eux, ça fait longtemps qu'ils l'ont copiée sur leur propre réseau puis qu'ils la diffusent. Et pour les victimes, moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment frappée, là. Les 3 femmes à qui j'ai parlé m'ont décrit à quel point ça a été compliqué, ça a été horrible de faire les démarches par elles-mêmes pour essayer d'effacer, de faire disparaître cette vidéo-là du web. C'est comme si c'était indélébile. Et avec toutes les conséquences que ça implique, c'est-à-dire qu'elles vivent dans la peur de se faire reconnaître dans la rue. Quand elles commencent une nouvelle relation, elles se demandent toujours est-ce que cette personne-là a vu la vidéo? Est-ce qu'elle est au courant que ça existe? Quand elles cherchent un emploi, il y en a une qui disait « Je peux pas... comment est-ce que je peux chercher un emploi quand la première chose qui apparaît sur Google quand on tape mon nom, c'est cette vidéo-là? Ouais. » C'est vraiment inimaginable la douleur puis le dommage que ça peut faire. Et donc, ce que Charles the Barber a développé, c'est un outil avec l'intelligence artificielle qui permet de repérer toutes les copies qui ont été faites de la vidéo et d'automatiser les demandes pour le retrait. Et il dit que la différence est incroyable pour les femmes à qui il vient en aide. Pas que des femmes, mais en grande majorité, c'est le jour et la nuit, puis le harcèlement diminue, puis le soulagement aussi de savoir que on retrouve un peu d'intimité, on retrouve un peu le contrôle sur son nom, sur sa réputation, sur son image. Puis c'est pas nous-mêmes qui doit faire les recherches puis qui doit regarder en boucle ce moment qui est comme l'un des plus traumatisants de toute une vie. Mais Wolfie, dans le livre, elle me racontait qu'elle l'a vu des centaines de fois, cette vidéo-là de cette agression sexuelle-là, pour pouvoir... Oui, c'est bien elle. OK, il faut demander la permission de l'ôter. Puis t'es toujours à la merci du propriétaire du site web aussi. Ouais. Donc, ça prend des gens comme Charles qui viennent en aide parce que la technologie est tellement puissante qu'un humain ne peut pas se battre contre une armée de bots qui recopient des vidéos à l'infini comme ça. Ouais. Puis, tu sais, déjà que cette personne-là, mentalement, on s'entend qu'elle est détruite. Ouais. Déjà en partant, c'est demandant, là, tout. Tu sais, des heures et des heures et des heures. Faire des recherches vidéo. Puis, comme tu dis, en plus, elle revoit over and over le pire moment de sa vie.
Fait que c'est pour ça qu'il m'a beaucoup marqué, Ouais, cet tant mieux, homme-là, oui. parce que, Colin, tu sais, c'était comme un petit rayon de soleil dans, dans le livre si dark. Ouais. Fait que ça a fait du bien d'avoir un petit Charles de Barber dans ton livre. Qu'est-ce que tu aimerais prochainement voir comme loi, comme article, tu sais, qu'est-ce qui te ferait vraiment, là, enfin, tu sais? Ben, je pense qu'on peut regarder du côté de l'Union européenne. Ils sont vraiment en avance sur la réglementation qui entoure toutes les grandes plateformes du web. Qu'il y a des amendes qui soient conséquentes, qu'il y ait des vérifications qui soient faites sur le contenu avant qu'il soit mis en ligne, ce qui est comme la base de la base. J'aimerais qu'il y ait une enquête comme... Nous, on est des journalistes, on n'est pas la police, on n'est pas la justice. On décrit la réalité, on est allé le plus loin qu'on pouvait aller, mais on n'a pas les pouvoirs des autorités, là. Ouais. Et il me semble que ce serait la moindre des choses que d'ouvrir une enquête criminelle sur les agissements de cette compagnie qui est basée chez nous à Montréal. Tellement. Tellement. J'espère de tout cœur que ça va se faire parce que je peux pas croire que ces gens-là vont s'en sortir. Ben que ça fait si longtemps je veux dire, c'est des années, là, qui run cette business-là, puis qu'il y a personne qui s'attaque à eux. Sont comme, je sais pas comment le dire, là, intouchables. Oui, il y a un peu de ça, puis il y a eu comme... quand la compagnie a été rachetée, ils ont voulu comme tourner la page. La compagnie a changé de nom, c'est devenu Hello. Ils ont nommé une femme à la tête de la communauté de Pornhub qui s'appelle Alex Kekesi, qui est une employée de longue date, qui est dans la trentaine, qui est très près des travailleuses du sexe, des créatrices de contenu. Donc ça a été bien reçu. Sauf que quand on gratte un peu, puis c'est ce qu'on a fait, on a fait de l'exercice pour le livre, on réalise en fait que c'est la même petite clique qui tire les ficelles. Dans le livre, on les appelle le Bro Club. Ouais. C'est des gars qui se sont serrés les coudes, qui ont été engagés au début des années 2010, qui ont été là pendant toute la période où les pires vidéos se sont retrouvées sur la plateforme et qui, encore aujourd'hui, sont à la tête de cet empire. Ouais. Ça... Impossible. Je peux pas croire qu'on laisse ça aller. Tu sais, que c'est ça, que personne... Mais au moins, les États-Unis, je pense que c'est eux qui ont fait le plus, pas d'avancées, mais de démarches, si je peux dire, pour essayer d'inculper quelqu'un, tu sais, de haut placé au moins, ou tu sais, de faire des enquêtes ou des choses comme ça. Puis j'ai l'impression que c'est ça que nous, on fait rien. J'avais entendu, je sais pas si c'est Léla qui avait dit ça, mais comme quoi qu'il y a une chance que les États-Unis étaient là. Je pense que c'est la sénatrice qui insiste là-dessus. Elle non plus, elle comprend pas comment ça se fait qu'au Canada, on n'ait pas posé plus de questions, on n'ait pas pris le problème plus au sérieux. Puis c'est pas mal une des rares fois que j'entendais une chance que les États-Unis sont là. Ouais. Fait que oui, au moins, il y a ça de bon qui a fait avancer le débat, en fait, puis les enquêtes et tout ça. Est-ce que tu as hâte en 2025 pour Pratt? Oui, ben je pense qu'on va suivre le procès. C'est une histoire qui est tellement horrible. Il y aurait un livre à écrire aussi sur les victimes de Girls Do Porn. Ouais. Est-ce que tu sais si c'est quelque chose qui a été parlé, si c'est en cours, si c'est... Ça sera pas nous au journal qui allons l'écrire, là, mais moi, ça m'étonnerait pas qu'il y ait un documentaire ou qui est tout... Nous, on en a fait un chapitre, là, mais c'est une histoire folle du début à la fin, tragique. J'ai entendu parler de suicide. Oui. De filles qui ont été obligées de tourner des vidéos pornographiques, qui ont vu leur nom se retrouver en ligne. Puis c'était volontaire, c'était tellement méchant, c'était... Ah, je peux pas imaginer. Est-ce que c'est Serena qui s'est retrouvée vraiment bas à un moment donné? Tu sais, elle s'est retrouvée à faire de l'héroïne, elle était, je pense, dans la rue même. Oui. Elle a maintes tentatives de suicide aussi. Oui. Es-tu correcte aujourd'hui? Est-ce que tu le sais? On lui a pas parlé pour le livre. Mais selon les dernières nouvelles, je pense que oui. Je pense qu'elle s'est retirée un peu de la vie publique, là. C'est aussi que c'est
la poursuite a été déposée en 2021 de mémoire. Ça suit encore son cours. Puis évidemment, tant que c'est pas terminé comme procédure, tu peux pas vraiment avoir le sentiment justement de passer à autre chose puis de mettre ça derrière toi. Donc, je sais pas exactement où est-ce qu'elle en est dans sa tête, mais je lui souhaite le meilleur. Elle est vraiment très courageuse. Oui, vraiment. Merci. Full. Merci à toi, ça fait plaisir. C'est tellement important, je pense, que je pourrais le dire ainsi. Allez vous procurer le livre vraiment parce qu'il y a tellement de détails. Si tu parles des débuts de l'entreprise aussi, de savoir d'où elle part, puis tu le décris vraiment bien. Tu as tellement, comment qu'on appelle ça, annexé? Oui, les références, là. Oui, t'en as, écoute, une panoplie. Fait que ça aussi, on a beaucoup de matière à aller... Ah oui, tout est là. Je veux dire, des fois, les gens oublient, mais quand on écrit un article journalistique, on a le même genre de source. C'est juste qu'on n'a pas de bibliographie à la fin de l'article pour dire, ben voici d'où proviennent les informations. Mais là, on s'est plié à l'exercice. C'est pas des opinions qu'il y a dans ce livre-là, c'est des faits. Puis n'importe qui voudrait les vérifier a toutes les références pour le faire. Ça m'a marqué qu'on pouvait aller voir une référence de... Tu parles beaucoup de « Go fuck yourself ». Oui. C'est comme un chat, un forum, un forum, là, puis que là, on peut aller dessus. Oui, ça m'a surpris. J'étais, ben voyons. Oui, les conversations là-dessus, là, justement, au début, où est-ce qu'ils cherchent des vidéos questionnables, là, tu dis « ouf ». Mais en même temps, c'est tellement une compagnie secrète que ces échanges-là, sans filtre, nous ont comme donné une fenêtre sur comment ils pensaient, puis les débuts, comment ça fonctionnait, à quel point c'était des losers, personne ne les prenait au sérieux. Puis là, oups, tout d'un coup, c'est devenu eux, puis ils avaient quasiment le monopole sur la pornographie en ligne, là. Ouais. Fait que, allez lire ça, tout le monde. C'est super intéressant pour vrai. Fait que merci encore beaucoup, Nora, pour ton ouverture, ton temps, puis d'avoir écrit avec tes deux... Oui, un vrai travail d'équipe avec Jean-François Cloutier et Nicolas Brasseur. Oui. Fait que merci beaucoup. Merci à toi. Bye. Je me suis mise à peine avec de l'eau salée. Chaque soir une